savoir l'étude de l'excitabilité axonale périphérique, comment et pourquoi. Vous voyez que j'ai mis « et pourquoi » en parenthèse, parce que si j'arrive déjà à vous expliquer comment, eh bien, il ne me restera plus beaucoup de temps pour le « et pourquoi ». Je vais néanmoins essayer de répondre le plus complètement possible à la question. Emmanuel, si tu m'entends. Alors, je dois commencer par une confession. En fait, je ne suis pas du tout le spécialiste de l'excitabilité nerveuse périphérique, même si je m'y intéresse depuis quelques années. J'ai donc, pour réaliser ce diaporama, été m'inspirer auprès de gens bien plus compétents que moi, à savoir les travaux de Bostock et de ses co-auteurs, les travaux également de Delphine Boério et de Jean-Pascal Le Faucheur, qui en connaissent un rayon sur l'excitabilité. Je me suis également rendu compte, un peu tard d'ailleurs, que Jean Pouget et Shara Matarian, en 2012, il y a 10 ans, avaient convié le professeur Essel Fransen d'Utrecht pour un exposé finalement du même genre. Je dois vous avouer que, bien entendu, l'exposé était irréprochable, était magnifiquement illustré, mais qu'à l'époque, donc il y a 10 ans, je n'avais pas saisi grand-chose de son exposé. C'est dire si le sujet est compliqué. Et donc, je me suis dit que je ne pouvais pas, à mon stade en tout cas, reproduire une conférence sur le même modèle. Et donc, je vais privilégier en fait des aspects pratiques. Je voudrais essayer de vous démontrer qu'avec un simple appareil d'électronneuromyographie, sans logiciel compliqué, on pouvait tirer de nos enregistrements des éléments qui concernent l'excitabilité nerveuse périphérique, en tout cas sur le versant moteur. Alors d'emblée, une diapositive qui fâche un peu, parce que d'abord, elle est un petit peu trop remplie, et puis il y a peut-être beaucoup d'éléments qui ne vous sont pas familiers. C'est juste en fait pour présenter un petit peu de quoi on va parler, les acteurs qui sont en jeu dans l'excitabilité nerveuse périphérique. Vous voyez qu'il y a des composantes passives, notamment jouées par les membranes axonales, la myéline. Il y a des composantes actives qui, eux, sont jouées plutôt par les canaux qui font rentrer et sortir des ions. Il y a toutes sortes de courants, et les courants ioniques, ça, ce sont justement les courants entrants ou sortants qui concernent des ions qui traversent des canaux ioniques. Et puis, il y a des courants capacitifs, il y a des courants de fluide qui sont représentés au niveau de cette diapositive par les lignes que l'on a baptisées BB. Donc, sur le plan anatomique, il faut se rappeler qu'on a un nœud, qu'on a le paranœud, le juxtaparanœud, et puis l'internœud standard. D'un point de vue un petit peu anatomique, microscopique, il faut se rendre compte que le nœud, c'est extrêmement petit par rapport à tout le reste. Donc, si on compare les surfaces du nœud par rapport à la surface totale du nœud et de l'internode, le nœud représente à peu près 0,1%. Et c'est d'ailleurs une des explications de la transmission saltatoire de la conduction nerveuse. Ensuite, bien entendu, il faut dire quelques mots sur les canaux ioniques. Au niveau du nœud, on a des canaux sodiques, vous le savez. On a surtout des canaux sodiques transitoires, donc ça représente à peu près 98% des canaux sodiques nodaux. Et bien entendu, sur cette diapositive, sur ce schéma, on représente un canal sodique transitoire, mais en fait, il y en a 1000 à 2000 par micromètre carré, donc ça fait un paquet de canaux sodiques nodaux. Et ça, c'est une notion qu'en général, on connaît. Ces canaux ioniques sont au repos fermés, activables ou non inactivés. Lorsqu'il y a une dépolarisation, ils s'ouvrent et ils entraînent un potentiel d'action pour autant que la dépolarisation dépasse un certain seuil, qui est le seuil de déclenchement du potentiel d'action. Et puis, ils s'inactivent assez rapidement, après à peu près une milliseconde, ce qui va induire une période réfractaire plus ou moins longue. Et ils sont fermés non inactivés lors de la repolarisation ou d'une hyperpolarisation. Alors, à côté de ces canaux sodiques transitoires, on a des canaux sodiques dits permanents, qui représentent 2% des canaux sodiques nodaux et qui, au repos, sont pour la plupart ouverts. Ils vont donc favoriser la rentrée de sodium, favoriser donc une certaine dépolarisation et donc accroître l'excitabilité
nerveuse. Et ce sont des canaux qui interviennent apparemment de façon très prépondérante dans ce qu'on va appeler, on le verra plus tard, l'acronaxie. Alors, à côté des canaux sodiques, il y a des canaux potassiques. Il y a notamment des canaux potassiques rapides qui sont situés au niveau du juxtaparaneux et qui vont s'ouvrir lors de la dépolarisation. Ils s'ouvrent rapidement puisque ce sont des canaux rapides et donc favoriser la repolarisation. On a également au niveau du nœud et de l'internœud des canaux potassiques lents qui vont également s'ouvrir lors de la dépolarisation. Ils vont s'ouvrir plus lentement que les rapides et ils vont également donc favoriser la repolarisation. Donc finalement, tous ces canaux potassiques empêchent une dépolarisation excessive. Enfin, au niveau de l'internœud, on a également des courants IH à travers des canaux HCN qui s'ouvrent, eux, non pas lors de la dépolarisation, mais lors de l'hyperpolarisation et qui vont donc entraîner des courants rectificateurs entrants en laissant rentrer du sodium, du potassium, et ces canaux-là vont empêcher une hyperpolarisation excessive. Alors, une diapositive beaucoup plus simple, plus aérée. Comme nous fêtons le 400e anniversaire de la naissance de Molière, je me suis demandé si, comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, nous ne faisions pas de l'excitabilité nerveuse sans le savoir. Finalement, la réponse est oui. Nous savons tous que quand nous augmentons l'intensité de la stimulation nerveuse, le PAGM maximal ne s'obtient pas de façon tout ou rien. On a d'abord une petite réponse qui va augmenter pour atteindre une valeur maximale. Et donc, on va d'abord activer les axones les plus excitables pour, en dernier lieu, activer les axones les moins excitables. Nous savons aussi que quand on augmente la durée de stimulation, eh bien, on obtient plus rapidement un PAGM maximal et la pente d'installation est beaucoup plus rapide. Et enfin, nous avons tous fait l'expérience que quand on examine un patient avec une neuropathie démyélisante, il faut augmenter la quantité de courant pour obtenir un PAGM maximal. Un mot très rapide sur la notion de normalisation des données. Donc, je reprends ici les deux courbes obtenues pour une durée de stimulation de 0,2 millisecondes et 1 milliseconde. Si je normalise par rapport à l'intensité, c'est-à-dire si je divise toutes les valeurs d'intensité par l'intensité qu'il faut pour obtenir un PAGM dont l'amplitude correspond à 50% du maximum, eh bien, vous voyez que les courbes se superposent parfaitement et qu'on peut faire exactement la même chose. On peut normaliser par rapport à l'amplitude en divisant toutes les réponses par l'amplitude maximale multipliée par 100 pour l'exprimer en pourcent, ce qui permet de comparer deux patients l'un par rapport à l'autre. Si effectivement on compare le patient 1 ici et le patient 2, ben, on ne sait pas dire grand-chose probablement sur les courbes. Par contre, quand on fait une normalisation, vous voyez qu'on peut clairement identifier ici une pente d'installation plus douce que pour le patient en bleu et dire que l'I50 est diminué chez le patient 2 par rapport au patient 1. Donc, ce qui nous amène à la première technique d'évaluation de l'excitabilité nerveuse périphérique, qui est donc la constitution de ce qu'on appelle les courbes stimulus-réponse. Donc, c'est simplement d'exprimer l'amplitude de la réponse motrice évoquée en fonction de l'intensité délivrée. Et ici, vous voyez un résultat obtenu par Kaplan et Smith en comparant des sujets contrôle et des sujets avec une PRNC. Vous voyez que chez les patients avec une PRNC, eh bien, les courbes sont déplacées vers la droite, que les pentes d'installation sont plus douces chez les patients que chez les contrôles. Et on voit particulièrement lorsqu'on normalise par rapport à l'intensité et par rapport à l'amplitude que les différences les plus marquées sont pour les valeurs les plus hautes d'intensité. À droite, vous avez une étude que nous avions menée de façon multicentrique avec l'hôpital Mondor à Paris, Lausanne, Liège, Marseille, pour voir si ces courbes stimulus-réponse étaient relativement reproductibles d'un centre à l'autre. Bon, je n'insiste pas sur cette étude. Et donc, finalement, pour faire des courbes stimulus-réponse, ben, il ne faut pas grand-chose. Il faut un appareil d'électromyographie, il faut évoquer un PAGM supramaximal, il faut tester les valeurs I10 jusqu'à I90, c'est-à-dire I10, l'intensité
nécessaires pour évoquer 10% de la réponse supramaximale jusqu'à 90-90% de la réponse supramaximale. À l'aide d'une petite calculette et d'une feuille Excel, on peut très bien obtenir donc ce type de courbe caractérisée par la pente, éventuellement le déplacement vers la droite chez des sujets pathologiques. Et on peut étudier des rapports particulièrement intéressants, par exemple le rapport I90-I10 sur I10. Alors, nous avons récemment développé une procédure dite IMAX, qui est basée également sur la courbe stimulus-réponse, qui est une simplification de cette courbe, puisqu'on va s'intéresser essentiellement à 2 points, à savoir l'I100, c'est-à-dire l'intensité nécessaire pour avoir une réponse supramaximale, et le seuil minimal qui correspond à l'intensité nécessaire pour obtenir une réponse d'au moins 100 microvolts. Et tout ça avec des durées de stimulation d'1 milliseconde. Vous voyez à quoi peut correspondre un enregistrement de la procédure IMAX. Donc d'abord le seuil minimal, donc l'intensité nécessaire pour obtenir une réponse motrice d'au moins 100 microvolts. Dans ce cas-ci, il faut 2,6 milliampères. Et puis, on augmente l'intensité par incrément successif de 1 milliampère jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse qui n'augmente plus d'amplitude. Puis, on augmente encore de 50% pour être sûr que l'amplitude, finalement, n'augmente pas malgré tout. Et on détermine ainsi l'IUP, qui est dans ce cas-ci de 6 milliampères. Et puis, par des ajustements un petit peu plus subtils de l'intensité de 0,1 milliampère, eh bien, on détermine la façon la plus précise possible la quantité minimale de courant qu'il est nécessaire pour obtenir une réponse motrice supramaximale. Et dans ce cas précis, donc c'est 5,8 milliampères. Et donc, nous avons testé cette procédure de façon également multicentrique avec la participation notamment des centres de Marseille et de Nice. Donc, nous avons voulu savoir si les résultats concernant donc, le seuil minimal, l'IUP et l'IMAX étaient similaires dans les différents centres, et c'est le cas. Nous avons testé 3 sites de stimulation distincts, à savoir le nerf médian au niveau du poignet, le nerf ulnaire au niveau du coude et le nerf fibulaire au genou. Et on voit que quand on applique cette technique à différents groupes, soit de sujets contrôle, soit de sujets pathologiques, ici avec une neuropathie axonale, des CIDP, des syndromes de Guillain-Barré, des Charcot-Marie-Tooth de type 1A, eh bien, on peut mettre en évidence des différences tout à fait statistiquement significatives, notamment pour le groupe CIDP et le groupe CMT1A. Et de plus, quand on considère le pourcentage d'anomalies, puisque pour chaque patient, on a 3 sites de stimulation et 3 paramètres, donc on a au maximum 9 paramètres qui peuvent être perturbés, eh bien, pour les patients avec un CMT1A, on a 100% d'anomalies, alors que ce n'est jamais le cas pour les autres pathologies, ce qui nous permet d'espérer peut-être qu'avec ce type de technique, on puisse notamment distinguer les neuropathies héréditaires des neuropathies dysimmunitaires déminisantes qui ont un caractère moins diffus. Donc, si on en revient maintenant aux courbes stimulus-réponse que je vous présente depuis le début, que moi personnellement j'aurais plutôt appelé courbe réponse-intensité, eh bien, vous voyez que si on se fixe à un seuil, par exemple, un seuil d'amplitude de 3 millivolts, qui correspond plus ou moins à 50% du PAGM maximal, eh bien, je peux vous répondre facilement que quand j'utilise une durée de stimulation de 1 milliseconde, il me faut 6,5 milliampères pour obtenir les 3 millivolts. Par contre, lorsque j'utilise une stimulation d'une durée de 0,2 millisecondes, il me faut 12 milliampères pour obtenir ces 3 millivolts. Je pourrais aussi me demander, mais quelle serait l'intensité que je devrais utiliser si j'utilisais un choc de durée infinie, ce qui correspond à la définition de la rhéobase. Et ça, bien sûr, je ne peux pas vous donner la valeur comme ça. Je pourrais également me demander quelle est l'adaptation de la durée de stimulation que je devrais opérer si je multiplie la rhéobase par 2. Ben là non plus, je ne peux pas vous fournir comme ça la réponse. Pour obtenir la réponse à ces 2 questions, donc quelle est la rhéobase, quelle est la créolaxie, il faut se transposer sur une courbe intensité-durée, toujours pour une valeur seuil qui est, dans cet exemple-ci,
de 3 millivolts, mais je peux faire exactement la même chose pour 2 millivolts, 4 millivolts, 6 millivolts. Ici, j'ai choisi d'étudier le seuil d'amplitude à 3 millivolts. Et donc là, je peux, grâce à cette courbe, plus facilement répondre à la question que l'aréobase, donc l'intensité nécessaire pour une durée de stimulation infinie est de 4,9 mA. Quand je double l'aréobase, eh bien la chronaxie, qui est la durée de stimulation, doit passer à 0,32 millisecondes. Alors, pour cette diapositive, il faudra plus ou moins me croire sur parole. Il faudra en tout cas croire la loi de Weiss qui dit que la quantité de courant, c'est-à-dire l'intensité de la stimulation multipliée par la durée de la stimulation, est égale à l'aréobase que multiplie la somme de la durée de stimulation plus une constante tau, et que finalement, cette équation, elle correspond assez bien à l'équation d'une droite, y égale bx plus a, qui est représentée ici, donc où on va représenter donc, la quantité de courant en fonction de la durée de stimulation nerveuse. Et il faut me croire sur parole, on peut le démontrer, l'angle de cette droite correspond à l'aréobase, et c'est en fait la constante qui est devant x, tandis que là où la droite croise l'axe des axis, eh bien, on va retrouver cette constante tau qui correspond à la chronaxie, ou bien à A sur B, c'est-à-dire quand je fais 1,23 sur 4,48, je vais obtenir donc cette valeur de 0,27 qui correspond à la chronaxie. Eh bien, pour faire des courbes intensité-durée, ce n'est pas compliqué du tout non plus. Il suffit de se fixer un seuil d'amplitude, par exemple 3 millivolts, et puis de tester 4 durées de stimulation pour déterminer l'intensité nécessaire pour atteindre ce seuil de 3 millivolts, par exemple, et puis petite feuille Excel, petit graphique, et il est très facile donc de déterminer à la fois l'aréobase et la chronaxie. Et comme je vous l'ai déjà dit, cette chronaxie dépend essentiellement des courants sodiques persistants nodaux. Et il y a même un très beau papier de Boerio et de Lefaucheur, notamment en 2010, qui montre que les immunoglobulines intraveineuses ont une action rapide sur ces canaux sodiques persistants, réduisant en fait la quantité de courant sodium à travers ces canaux. Alors, j'en arrive au cycle de récupération de l'excitabilité nerveuse. Imaginons ici un axone moteur, une stimulation, un influx qui passe le long de cet axone, et vous savez que cet influx qui est passé a laissé l'axone dans différents états, à savoir une période réfractaire ici absolue, une période réfractaire relative, une période supernormale précoce et une période sous-normale précoce. Ce qui fait que lorsque je stimule par un double choc, eh bien, quand je suis dans la période réfractaire absolue, je peux mettre l'intensité que je veux, je n'obtiendrai pas de réponse. Quand je suis dans la période réfractaire relative, là, j'aurai une réponse si j'augmente l'intensité de la stimulation nerveuse. Quand je suis dans la période sous-normale, eh bien, je dois mettre moins d'intensité pour avoir une réponse. Quand je suis dans la période sous-normale tardive, je dois mettre une plus grande intensité pour avoir une réponse. Et bien entendu, quand je suis au-delà de la période sous-normale tardive, je dois mettre la même intensité qu'au départ. Et finalement, la durée interchoc ici maximale est de l'ordre de 200 millisecondes. Donc, pour réaliser la technique en double choc, il faut délivrer un premier choc supramaximal, c'est le stimulus conditionnant, et puis un second choc sous-maximal, c'est le stimulus test. Alors, ou bien ce stimulus est d'intensité fixe, par exemple en conditions basales, il correspond à l'I40, c'est-à-dire à l'intensité qui va évoquer une réponse motrice de 40% du PAGM maximal. Et à ce moment-là, on va évaluer les modifications d'amplitude de la réponse motrice évoquée par le second choc. Donc, cette amplitude va augmenter si on est dans une période supernormale, elle va diminuer si on est dans une période sous-normale ou en période réfractaire. Ou bien, au contraire, le stimulus test est variable et en fait, ce qu'on va évaluer,
c'est la variation du seuil d'intensité pour maintenir une réponse motrice d'amplitude stable. De nouveau, par exemple, l'I40. Et donc, le seuil d'intensité va diminuer dans la période supernormale et il va augmenter en phase réfractaire et en phase sous-normale tardive. Donc on va tester différents intervalles interstimuli entre 1 et 200 millisecondes. Et en fait, le premier à avoir réalisé ce type d'enregistrement, c'est Berkmans en 1970 sur des axones isolés. Donc, il montre parfaitement ici l'augmentation du seuil lors de la période réfractaire, puis la diminution du seuil lorsque l'on a la phase supernormale et enfin, de nouveau, l'augmentation du seuil lors de la phase sous-normale tardive. Et il montre que pendant l'ischémie, par exemple, on a tendance à ce que la courbe remonte, tandis que dans la post-ischémie, celle-ci redescend. Alors, nous avons réalisé un test un peu similaire avec notre key point, donc réaliser des doubles chocs, dont vous ne voyez ici que le stimulus test. Donc, en fait, ici, avec un intervalle interstimulus de 200 millisecondes, eh bien, on a une réponse qui correspond à l'I40, 40% du PAGM maximal. Et vous voyez que cette réponse va avoir tendance à diminuer progressivement quand on va réduire l'intervalle interstimulus. Pour être minimale, cette réponse pour un intervalle interstimulus de 40 millisecondes. Et puis, la réponse va à nouveau augmenter d'amplitude pour atteindre un maximum aux alentours de 10 millisecondes. Et ensuite, quand on va rentrer dans la période réfractaire, c'est-à-dire avec un intervalle interstimulus inférieur à 4 millisecondes, on va de nouveau voir la réponse test diminuer d'amplitude. Et quand on moyenne les résultats chez 18 sujets normaux, eh bien, on peut représenter les choses de la façon suivante. Donc, 100%, c'est en fait, ça correspond à l'amplitude de la réponse test pour un intervalle interstimulus de 200 millisecondes. Donc, on normalise par rapport à la réponse obtenue pour un intervalle interstimulus de 200 millisecondes. Et donc, on peut constater que quand on diminue l'intervalle, on a une diminution de l'amplitude de la réponse qui correspond donc à la phase sous-normale tardive, et puis une augmentation d'amplitude de la réponse, c'est la phase supernormale. Une diminution ici de la réponse, c'est la phase réfractaire relative, et puis une phase de période réfractaire absolue où on n'a aucune réponse, et ça, c'est en condition basale. Alors, on peut réaliser le même test lors d'une ischémie, après 5 minutes d'ischémie, et puis en post-ischémie, 3 minutes après la période d'ischémie de 5 minutes. Vous voyez ici en bleu les résultats obtenus lors de la condition basale. En orange, lors de la manœuvre d'ischémie, vous voyez qu'il y a une disparition quasiment complète de la phase supernormale, une augmentation très nette de la phase réfractaire. Donc, tout ça est expliqué notamment par une moins bonne activité des pompes à NAK-ATPase, ce qui a pour tendance à entraîner une dépolarisation membranaire. Par contre, en post-ischémie, c'est la courbe en jaune. Eh bien, au contraire, on a une activité très intense des pompes à NAK-ATPase, et donc une tendance à l'hyperpolarisation, ce qui va réduire donc la phase réfractaire et surtout augmenter la phase supernormale. Alors, nous avons également appliqué la technique du double choc à quelques patients, notamment ici un syndrome de Guillain-Barré post-Covid, et on a évalué ça dans le temps. Vous voyez qu'ici, les anomalies vont être maximales aux alentours du 1er mois et du 5e mois, avec une disparition totale de la phase supernormale précoce, et puis que les choses vont se normaliser après 11 mois d'évolution. On a plus ou moins les mêmes résultats ici à l'ischémie. Forcément, on a déjà un bon rabotement, on va dire, de la réponse test en conditions basales, et elle se confirme lors de l'ischémie. On a finalement des résultats assez comparables à ce qu'on a obtenu chez un patient CMT1A, et donc nous interprétons ces modifications
du cycle de récupération de l'excitabilité nerveuse comme traduisant les propriétés passives de la membrane. Par contre, ici, chez un patient qui présente un syndrome de Lewis-Sumner, vous voyez qu'on n'obtient pas du tout le même genre de résultats. Donc, je ne vous ai peut-être pas précisé, mais en gris, on a le P5 et le P95 obtenus dans notre population d'une vingtaine de patients. Et vous voyez ici qu'on a une réduction de la période réfractaire. Et on a plutôt tendance à une augmentation de la période supernormale, particulièrement à l'ischémie. Le patient est particulièrement résistant à l'ischémie. Et donc ici, on interprète ces résultats comme traduisant l'effet de l'hyperpolarisation, donc avec effectivement cette tendance à la période réfractaire réduite et la période supernormale augmentée. Cette diapositive pour vous montrer que pour réaliser cette technique du double choc, il faut être très attentif à la température, puisque vous voyez, les résultats sont très sensibles à des variations de température, évidemment ici un peu extrêmes, on passe de 22, 26 à 30 degrés, mais néanmoins, nous avons élaboré un système de manchettes avec possibilité de chauffage de la manchette en la branchant sur un PC. On a un contrôle ici par un thermomètre cutané qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions qui soient. Et donc finalement, pour réaliser ce cycle de récupération de l'excitabilité nerveuse, eh bien, c'est réalisable sur un key point et m'a-t-on dit également sur le Viking. On utilise pour le key point le programme M-Increment. Et pour avoir deux chocs dont on peut régler l'intensité indépendamment, on doit utiliser une stimulation en burst complexe. Donc, deux chocs d'intensité différentes, un choc conditionnant, supramaximal, un choc test à l'I40, avec un intervalle interstimulus entre 1 et 200 millisecondes. On peut pratiquer des manœuvres de sensibilisation comme l'ischémie, la post-ischémie, le post-effort, etc. Et donc, cette technique va permettre d'étudier la période réfractaire absolue, et en fait, qui correspond à l'inactivation des canaux sodiques transitoires nodaux, la période réfractaire relative, qui correspond à la levée d'inactivation des canaux sodiques transitoires nodaux, la période supernormale précoce, qui traduit l'influence de la membrane internodale et en fait de l'after potentiel dépolarisant, et enfin donc la période sous-normale tardive, qui correspond à l'ouverture des canaux potassiques lents nodaux et donc à l'after potentiel hyperpolarisant.